Pour commencer à ce sujet ce matin, qui est lui, au moins au cœur de l'actualité, on va parler de l'énergie, de cet avril noir, selon le directeur de l'Agence internationale de l'énergie. Écoutez d'abord Maud Bréjon, ministre de l'énergie, invitée de BFM TV ce matin. La facilité serait de faire une aide universelle. Il n'y aura pas d'aide universelle. Il n'y aura pas d'aide universelle. Il n'y aura pas de blocage des prix. Il n'y aura pas de blocage des prix, c'est deux choses très différentes. Il n'y aura pas de blocage des prix. D'aide universelle au sens J'entends où Sophie, ça aiderait tout le monde. J'entends Sophie Binet qui demande un plafonnement à 1,70 €. On ne sait pas bien pourquoi 1,70 € par ailleurs. Bon, eh bien on voit d'ailleurs en ce moment avec ce qu'on vit sur les réseaux Total que ça amènerait dans un laps de temps très rapide à des problématiques de pénurie. Donc ça, il n'y aura pas d'aide universelle parce que nous ne pouvons pas nous le permettre et parce que nous avons donc décidé de cibler les aides. Et c'est le choix que nous avons fait depuis le départ. Nous allons continuer à le faire. Cibler les aides vers les Français qui travaillent, vers les secteurs les plus en difficulté, vers celles et ceux pour qui terminer le mois est encore plus difficile. Alors, cibler les aides vers ceux qui travaillent, avant d'en parler avec Gabriel Cluzel et François Pierrat, directeur de l'Observatoire de l'Hexagone. Écoutez, comme je vous disais tout à l'heure, que l'État a quand même empoché 270 millions d'euros de taxes supplémentaires en un seul mois. Mais écoutez ce que dit Maud Bréjon. Alors, deux choses. D'abord, l'État n'est pas un profiteur de crise. En revanche, Marine Le Pen spécule sur le dos de cette crise. Elle spécule politiquement depuis les premiers jours de cette crise énergétique. Et c'est extrêmement grave. L'État ne profite jamais d'une crise pétrolière. Certes, vous avez une augmentation des recettes issues de la TVA, puisque les prix augmentent, mais elles sont immédiatement compensées à la baisse par la baisse de la consommation. Par exemple, par la hausse des taux, on emprunte plus cher sur les marchés, ça coûte davantage d'argent à l'État. Et donc, au global, l'État n'est jamais gagnant. Gabriel Cluzel. Écoutez, moi, je suis très frappée par tout ce qu'a dit Maud Bréjon. Alors, la première partie avait trait donc aux aides ciblées. Alors, encore une fois, les aides ciblées, c'est profondément injuste et profondément chronophage. Parce que qui dit ciblé dit dossier à remplir pour pouvoir bénéficier de l'aide ciblée. Donc, déjà, les Français courent les stations-service, s'inquiètent de savoir comment ils auront travaillé, mais pas seulement travailler, et c'est là la deuxième partie de mon argumentation, mais en plus ils vont devoir justifier de cette aide avec ce que l'on adore par-dessus tout en France, la paperasse. La paperasse, qu'elle soit numérique ou papier, peu importe. Maintenant, c'est courte ligne version 2.0, mais néanmoins, on adore ça en France. Voilà. Et puis, le deuxième volet qui me choque beaucoup, c'est qu'elle dit les personnes qui en ont besoin pour leur travail, etc. Alors c'est vrai qu'on l'a vu, les infirmiers, les routiers, il y a des agriculteurs, il y a en effet un certain nombre de gens qui ont un besoin vital d'être aidés. Mais il y en a d'autres, c'est encore cette France silencieuse, celle qui va voir ses parents à l'hôpital, celle qui va voir ses vieux parents à l'EHPAD. Ce matin, je lisais encore un rapport qui n'est pas récent, hein, mais des petits frères des pauvres, qui disait qu'il y avait, à minima, parce qu'il n'y a pas de chiffre aussi officiel, 750 000 personnes en situation de mort sociale en France. C'est-à-dire qu'ils ne voient personne. Dans un contexte d'éclatement des familles, si vous n'avez pas votre voiture, c'est très compliqué. Donc, si vous voulez, je trouve que cet argumentaire ne convient pas. Par ailleurs, quant à savoir si l'État gagne de l'argent ou pas, elle nous dit ça a eu payé, ça paye plus, tel Fernand Reynaud. Et concrètement, elle nous dit quand même que ça rapporte. Ça rapporte. Et les gens qui n'ont pas le choix, elle dit oui, mécaniquement, il y aura une baisse de la consommation. Non, ils continueront à prendre leur voiture. Gabriel Cluzel, qui est capable de parler pendant 3 heures ce matin sur ce sujet. Non, mais j'adore, hein, c'est tellement intéressant. Yann, je sais que vous avez appelé d'Occitanie. Je vous prends dans un instant. D'abord, François Pierrat, directeur de l'Observatoire de l'Hexagone. L'État profite-t-il vraiment de la flambée des carburants via la TVA? Pourquoi le diesel augmente-t-il plus vite que l'essence dans cette crise? Dites-nous tout à propos de cette flambée de l'essence qui continue, et notamment avec le directeur, je le disais, de l'Agence internationale qui prédit un avril noir. C'est pas raciste, hein. Alors, au stade où on en est, tout est raciste. Il faut préciser. Alors, on assiste à une situation où donc on a une flambée des prix des carburants, et justement là, je pense qu'on
on en parle régulièrement, mais il est temps aussi d'introduire une distinction entre ce qui est de l'essence et ce qui est du diesel. L'essence, c'est une augmentation d'environ une quinzaine de pourcents. Bien sûr, selon les chiffres qu'on prend, ça varie à 2-3 points près, mais grosso modo, c'est 15%. Évidemment, c'est beaucoup, mais le choc n'a rien à voir avec ce qu'on connaît sur le diesel. Le diesel, selon les estimations qu'on prend, c'est entre 30 et 40% d'augmentation des prix. Pour le coup, c'est un vrai choc sur la facture. Le 3 avril, 2,27 €, le diesel. Absolument. Et ça, c'est un vrai choc sur la facture des ménages qui sont touchés, et d'autant plus que le diesel, c'est un carburant beaucoup plus utilisé par les professionnels et les gros rouleurs. Donc c'est vraiment eux qui sont touchés. Et justement, ça fait écho un petit peu à ce que le gouvernement disait sur la partie aides ciblées. Aujourd'hui, sur les aides ciblées, déjà, sont-elles vraiment ciblées ? On parle quand même d'un chèque énergie qui a été donné, qui va être donné à environ 4 millions de personnes. Sur le lot, ils ne sont pas tous automobilistes, et encore moins automobilistes diesel. Et l'aide moyenne, c'est 150 €. C'est l'équivalent de 2 pleins. Donc, on a encore du chemin à faire sur ces différents sujets. On a du chemin à faire sur ces différents sujets. On reparle, on continue à en parler. Bonjour Yann, je vous dis bonjour juste avant la pause. Vous avez appelé d'Occitanie. Et vous, ce matin aussi, quels sont les prix autour de vous, mon cher Yann ? Bonjour Christine, bonjour tout le monde. Bonjour Yann. Bonjour Yann. Écoutez, moi, il y a 15 jours, j'ai fait le plan de l'Espagne. Ah oui. Parce que j'habite à 20 minutes de l'Espagne. Alors Yann, on marque une pause, on revient parce que c'est intéressant. En Espagne, ils ont baissé la TVA. Eux aussi, on a une crise mondiale. Pourquoi ils n'ont pas de problème ? C'est clair. Pas moins de problèmes. C'est clair, mais on est à Paris, c'est un peu compliqué. Mais on va voir comment Yann fait parce qu'ils sont très nombreux à faire comme Yann, à franchir la frontière pour aller en Espagne. Et vous, chers auditeurs, comment vous organisez-vous dans votre quotidien face à la flambée des prix du carburant ? 01 80 20 39 21. Vous avez la parole avec Christine Kelly. Il est 11h43. Vous écoutez Europe 1. Notre invité Christine, François Pierrard, directeur de l'Observatoire Hexagone, et Yann qui fait son plein en Espagne. Oui, Yann qui fait son plein en Espagne. Dans un instant, effectivement, vous avez parlé de François Pierrard qui nous racontait comment la Pologne, ils ont baissé la TVA et d'autres taxes. On revient avec vous sur ce sujet. Yann, alors comme ça, vous avez quitté la France, ne serait-ce qu'un instant pour aller faire de l'essence en Espagne. Racontez-nous. C'est facile, moi je suis à 20 minutes de l'Espagne. Oui, c'est quoi la différence de prix ? Dites-nous. Moi j'ai fait le plein il y a 15 jours. Voilà. Et l'essence, alors je mets du 95, il m'a coûté 1,50 €. Ah oui, quand même. Et il faut savoir que ils ont des cartes de fidélité, là, comme il y a dans les supermarchés. Oui. Donc si vous avez la carte de fidélité du supermarché, je ne veux pas dire la marque, je ne veux pas dire l'enseigne, vous avez 4 centimes de plus de réduction. Non. Incroyable. Et en France, autour de chez vous, c'est combien ? Si c'est 1,50 € le samplon, 95 là-bas ? C'est comme partout en France, après, c'est les stations françaises. Donc, vous regardez même plus. C'est plus à 2 €. Non, on se fait mal. On se lève, le matin, il fait beau, il y a du soleil, on passe à côté d'une station-service, c'est bon, le moral il tombe. Ah ouais, c'est clair, vous fermez les yeux. Non, mais moi, par exemple, écoutez, moi, je vais vous dire, j'ai tweeté ce matin, j'ai regardé une station-service, dans Paris, je vous dis, le samplon, si vous le dites, c'était à 1,50 € en Espagne, c'était à 2,24 €. Tranquille, alors, le chat. Moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est qu'en Espagne, ils y arrivent, au Portugal, en Italie, en Pologne, je viens d'entendre, ils y arrivent, Italie, et en France... Ils ont baissé aussi. Et en France, on nous dit... On n'y arrive pas. Voilà, c'est ce que disait Maud Bréjon dans ce qu'on entend, le sonore qu'on a entendu tout à l'heure. Elle dit qu'elle veut uniquement des aides ciblées, que l'État ne se met pas de l'argent dans les poches, alors que pourtant l'État a quand même empoché 270 millions d'euros en un mois. Merci beaucoup Yann pour votre appel, merci infiniment pour ce témoignage en direct sur Europe 1 qui montre qu'à 20 minutes effectivement de l'Espagne, on préfère aller en Espagne pour faire son essence. François-Pierre, je donne la parole dans un instant. D'abord Marie, vous nous appelez de Bretagne. Comment ça se passe chez vous en Bretagne, Marie? Je suis comme tout le monde. Là, je viens d'aller à un enterrement. J'ai fait 47 km dans un sens, 47 dans l'autre. Le gasoil, alors ça va tuber au bout d'un moment. L'essence est à plus de 2 €, évidemment 2,20 €. Mais moi, j'ai quand même un problème. Les 260 millions de 270, taxes, oui. 70, oui. J'ai écouté les interventions de Jean-Philippe Tanguy. Apparemment, les pétroliers s'en mettent plein les poches.
Alors moi, je veux bien qu'on soit dans la panade complète ces temps-ci. Mais quand j'entends dire que ces 1 270 000, je sais pas combien, vont 250. être consacrés à l'électrification, moi je voudrais que maintenant, on pose aux Français par un référendum la question de savoir comment ils veulent cet être... argent. Oui, et comment l'énergie en France doit être gouvernée. Parce qu'on a eu une seule personne, Dominique Voynet, qui a envoyé la filière nucléaire au tapis. Et ensuite, on a fermé Fessenheim. Et maintenant, il faut rouvrir des... Ah non, on va pas rouvrir du nucléaire, ça serait trop beau. On va dépenser des millions et des millions et des millions dans les énergies renouvelables qui ne servent à rien. Incroyable. Le long de la route en Bretagne, je passe devant des éoliennes. Des fois elles marchent, des fois elles marchent pas. C'est clair. Quand elles marchent, Même ça quand il y a coûte du très vent. cher de les raccorder au réseau. Un jour, on va avoir une panade du style de ce qu'ils ont eu en Espagne avec trop d'énergie venant du renouvelable, etc. Il est temps qu'on nous demande comment on veut être ravitaillé en énergie. Parce que Absolument. là, il y en a marre. J'aime beaucoup ce que vous dites, Marie. Merci infiniment. Marie, pour votre appel depuis la Bretagne. Marie demande un référendum sur l'utilisation, la gestion de l'énergie en France. Il y a un chien en régie, là. Si on peut me l'emmener pour me faire un petit câlin, ça serait bien. Ça me réconforterait. François Pierrat, vous êtes directeur de l'Observatoire Hexagone. Dites-moi, premièrement, qu'est-ce que vous pensez de ce référendum de Marie sur le référendum pour l'utilisation de l'énergie? Deuxième question, elle a souligné le fait que les pétroliers s'en mettent plein les poches. Vrai ou faux? Et troisième question, la Pologne, dont vous parliez en off sur la baisse des prix. Alors ça fait beaucoup de choses, mais je pense que les deux premiers sujets se rejoignent. Donc, déjà, est-ce que les pétroliers s'en mettent plein les poches? Difficile à dire parce que les entreprises ne publient pas des comptes mensuels. Hein. Donc oui, il est possible que l'augmentation des prix du carburant augmente les marges des pétroliers, mais enfin, je pense qu'à ce stade, c'est difficile d'en avoir une certitude. Donc c'est plus l'État qui s'en met plein les poches que les pétroliers, c'est ça? Sur l'État, pour le coup, c'est certain, puisque bon, le calcul est quand même assez simple. Vous avez 6-7 centimes de TVA en plus sur chaque litre de carburant par rapport à ce qui était la norme avant crise. On multiplie ça par la consommation, on arrive très vite à 280 millions ou 270 millions, ce qu'a avancé le gouvernement. Donc là-dessus, on a une certitude. Sur les pétroliers, c'est un peu plus difficile à dire, et puis ça dépend aussi des pétroliers. Quand on a un Total qui plafonne ses prix, on peut supposer que peut-être qu'ils s'en mettent moins les poches, oui, que certains. Alors avant d'avoir Pascal qui nous appelle d'Occitanie, François Pierrat, sur la Pologne. Alors, ils ont aussi, eux, baissé les prix un peu comme l'Espagne. Oui, alors la Pologne, par contre, sont allés beaucoup plus loin. Et attention, je dis pas que c'est souhaitable d'aller aussi loin que la Pologne. Eux, ils ont vraiment poussé tous les curseurs à fond. Ils ont baissé l'accise. Qu'est-ce que c'est? Donc, nous, on a aussi ça, là, la TICPE, c'est une taxe fixe. Donc, un nombre de centimes fixe par litre de carburant. Ça, ils ont baissé ça au minimum. Ils ont baissé aussi la TVA en la passant de plus de 20% à 8%, de manière assez immédiate. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, vous achetez votre essence à 1,40€ le litre en Pologne. Pourquoi ont-ils fait ça? Je pense pour la compétitivité du pays. Peut-être que, ça c'est simplement un soupçon qu'on peut avoir. Ils comptent sur la proximité avec l'Allemagne, où l'Allemagne, justement, il y a un prix record. Hein. L'essence et le diesel en Allemagne sont plus chers qu'en France. François Pierrat sur Europe 1. Non, c'est une petite virgule. C'est mon virgule. Voilà, oui, donc il est possible. C'est pour que l'auditeur puisse savoir qui parle. Exactement. Que la Pologne compte aussi sur le fait que des Allemands viennent faire leur plein en Pologne. Donc c'est un pari que fait à chaque fois chaque gouvernement. Oui, mais ils osent quand même. Ils ont osé. Ils ont osé. Et l'Espagne, comment vous expliquez ça? Eux aussi, c'est un pari. C'est aussi un pari. Alors après, la différence, c'est que l'Espagne, c'est quand même des mesures beaucoup moins fortes, sans doute plus raisonnables financièrement. Ils ont un déficit de seulement 3% du PIB. La Pologne, ils ont un déficit de 6,5% du PIB, c'est énorme. Ouais. Donc là, ils sont en train de dépenser très au-dessus de leurs moyens. Très intéressant. C'est peut-être une différence de mode de vie aussi. S'ils ont une partie du pays qui est très rurale, il faut se rendre compte qu'au-delà du boulot que chacun fait, c'est pas pareil d'être une mère de famille, par exemple, en région parisienne et d'emmener ses enfants aux activités ou je sais pas quoi, en métro, à pied, etc. Et puis de l'être en Corrèze ou en Aveyron et de prendre sa bagnole pour un oui ou pour un non, parce qu'on n'a pas le choix, encore une fois. Et moi, je voulais me faire l'écho, parce que hier, quelqu'un m'a écrit et je me suis dit, ensuite, mais il faut absolument que j'en parle. Quelqu'un qui m'a écrit...
On oublie qu'il y a encore des chaudières au fioul à la campagne. Elle me dit faute de moyens suffisants pour changer de système. Elle dit j'ai reçu un courrier de mon fournisseur de fioul domestique. Mensualisé, je passe de 215 € par mois à 278. Une augmentation qui pèsera lourdement dans notre budget de petits Français dociles. Alors je lui mets son commentaire qui lui appartient, mais ça en dit long sur ce que pensent les gens aujourd'hui. Petits Français dociles qui ne sont bons qu'à payer pendant qu'à Paris, les toits se goinfrent sur notre dos et dépensent notre argent durement gagné. Vous voyez qu'il y a une gilet jaunisation des esprits. Voilà. Très intéressant. Qui devrait allumer une petite lampe rouge là-haut, du côté de l'Élysée et de Matignon. C'est clair. Pascal, vous nous appelez d'Occitanie. Alors, tout à l'heure, on a eu aussi quelqu'un qui nous appelait d'Occitanie, qui fait son naissance à 20 minutes, donc en Espagne. Vous êtes infirmier. Racontez-nous. Vous êtes infirmier dans un hôpital, Pascal. Oui, bonjour Madame Kelly. Bonjour à tous les trois. Oui, je suis infirmier dans un hôpital, je travaille de nuit. Et en fait, je travaille une semaine de nuit, une semaine 5 nuits. J'ai un budget entre l'autoroute et l'essence à peu près d'entre 800 et 900 € par mois. Donc vous imaginez bien que je regarde bien la pompe. Et donc nous, chez nous, moi je suis le Gard, mais en haut du côté Vaucluse, le gasoil c'est 2,50. Voilà. Donc je trouve ça inadmissible. Alors je vais vous raconter une anecdote. Et vous êtes à combien de temps de l'Espagne ? Je suis très loin, je suis à 250 km de l'Espagne. Alors attendez, vous allez nous raconter une anecdote, dites-nous. Oui. J'ai téléphoné à mon établissement pour leur demander si effectivement les gens qui habitaient loin, on pouvait avoir une petite aide ou une voiture de fonction, ou si on pouvait brancher une voiture électrique dans l'hôpital. Ça a été refusé. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un mail en nous disant « Nous allons vous aider à trouver une solution de mobilité dans le cadre gouvernemental pour aider le transport des gens, le bien-être au travail. » Donc j'ai rempli le formulaire. Donc votre voiture, vos kilomètres, donc j'ai marqué, je travaillais à 125 km de mon travail. J'ai tout écrit. Attendez, nous allons trouver une solution pour vous. J'ai reçu un quart d'heure après un mail. Nous avons trouvé la solution, monsieur. Vous savez quoi ? Venez à pied. Non. Voilà ce qu'on m'a répondu. Je vous promets. Non. Incroyable. Alors, Pascal, on marque une pause, on vient rester en ligne avec nous. Lorsque vous dites que vous êtes infirmier à l'hôpital, le budget 800 à 900 € par mois, c'est avant la crise, c'est ça, hein? C'est un budget j'étais à 600. J'étais à 600, mais ça me fait 200 € de plus. Et je vous garantis que je partais à 7h à 19h30. Maintenant, je pars à 19h10 parce que je roule à 90 sur l'autoroute. Et pour un salaire de combien, si c'est pas indiscret? Il nous répond dans un instant. On marque une pause, on revient. On revient pour le salaire. Vous allez tout nous dire, Pascal. Restez en ligne avec nous. Et beaucoup de sujets à parler juste après le journal de midi. On va répondre à Géraldine Amont. On parlera aussi du bilan d'Emmanuel Macron. On parlera de la Journée mondiale de la santé aujourd'hui. Première cause de mortalité en France, le cancer. On aura un spécialiste. Posez vos questions au spécialiste qui viendra dans un instant. Et il est 12h03 sur Europe 1. Tout à l'heure, je vous ai parlé de ma colère à propos de l'épée de Jeanne d'Arc. Mais ma deuxième colère, c'est quand même le cancer. On en parlera tout à l'heure. La première cause de mortalité en France, le cancer. Aujourd'hui, c'est la Journée mondiale de la santé. On va en parler dans un instant avec le professeur David Cayat. Vous allez poser toutes vos questions. Comment peut-on éviter? Comment soigner? Comment faire face au cancer? On en parle dans un instant. On parlera aussi d'Emmanuel Macron, 10 ans de bilan, 10 ans de En Marche, mais sommes-nous en recul? On en parlera avec vous dans un instant aussi, vous auditeurs d'Europe 1. Mais d'abord, on reste sur l'essence avec notre invité François Pierrat. Et vous avez la parole 01 80 20 39 21. Le numéro est non surtaxé. Bienvenue sur Europe 1. Vous écoutez Christine Kelly, 12h04. 11h30, 13h. Christine Kelly sur Europe 1. Nous sommes avec François Pierrat, directeur de l'Observatoire Hexagone, mais on a aussi Pascal qui nous appelle d'Occitanie. Vous êtes infirmier, vous êtes dans un hôpital. On vous a expliqué qu'on va vous aider. Incroyable, qu'on va vous aider, vous faire face à l'essence pour votre déplacement. Et au bout du compte, on vous a dit de prendre vos 2 pieds. C'est juste inimaginable, c'est incroyable. Et vous nous expliquez comment votre budget est de 800 à 900 € par mois pour l'essence, alors qu'avant, il était à 600 € par mois. Et on était en train de vous demander quel est votre salaire pour savoir qu'est-ce que ça représente dans votre budget. On vous écoute. Mon salaire, je suis en fin de carrière, mon salaire de base est à 2900 € et je déclare à l'année, avec le 13e mois et les frais réels, je déclare 42 000 €. Donc c'est un tiers presque de votre budget tous les mois.
un tiers de votre salaire qui passe pour l'essence. Et votre loyer, excusez-moi, votre loyer, il coûte combien? Pardon, j'essaie de voir un peu. J'ai un crédit encore un petit peu pour ma maison de 800 euros. 800 euros. Ouais. Voilà. Donc vous avez payé l'essence pour aller travailler, vous payez votre logement et puis voilà, c'est fini. Voilà. Donc j'ai mon épouse mais elle aussi est impactée. On a une petite voiture électrique, mais c'est un peu compliqué. On a acheté le premier prix, mais ce que le gouvernement ne sait pas, c'est bien beau, mais il faut si vous voulez avoir une recharge rapide, il faut investir 2 000 euros. Si vous mettez dans la prise de courant, c'est sûr que c'est gratuit, mais ça met 10 heures. Donc quand vous allez travailler, que vous rentrez le matin et qu'il faut 10 heures, c'est pas facile. Voilà. Incroyable. Vous avez changé vos dépenses au quotidien, votre façon de dépenser? Oui, on avait un petit peu d'économie, mais on s'aperçoit qu'elle diminue, mais on fait attention. Le problème, ça impacte ma vie personnelle, puisque avant, je partais à 19h30 pour prendre mon service à 21h, donc pour que mes collègues puissent arriver à 20h50. Donc je mettais à peu près 1h20, sauf que maintenant, je pars pour rouler à 90 sur l'autoroute, je pars à 19h, 19h10. Donc je rallonge le temps, je me fais klaxonner par les camions, c'est dangereux, les gens comprennent pas pourquoi on roule doucement, enfin c'est l'enfer quoi, c'est l'enfer. Incroyable, Géraldine. Et surtout qu'avant crise, Pascal, vous étiez à 600 euros, vous êtes à 800 maintenant, 900 euros, donc en fait ça fait 300 euros de plus, c'est quoi, c'est 2 semaines et demie de course en fait. Donc, c'est ça, à peu près, Donc vous faites l'impasse, peut-être pas l'impasse, mais vous restreignez sur la nourriture. On fait attention, c'est sûr que là on devait rejoindre les enfants parce que nos petits-enfants viennent dans le coin pour faire une compétition de vélo. On s'était dit on va aller les voir à 100 km. Je me suis excusé, j'ai dit on pourra pas venir vous voir parce que au niveau de l'essence, je peux pas aller voir mes petits-enfants faire 200 km en les petits-enfants, vous faites moins de dépenses peut-être dans le frigo aussi, etc. C'est quand même incroyable cet impact. Une réaction peut-être François Pirard, directeur de l'Observatoire, qui est notre invité ce matin. Je pense que les chiffres qui ont été avancés me permettent de mesurer la réalité de cette crise. C'est-à-dire que si les niveaux du prix du carburant se maintiennent, ce qui est une hypothèse qu'on ne peut pas exclure, des gens vont perdre l'équivalent de 1 mois de salaire sur une année. C'est le cas ici, c'est 1 mois de salaire en moins. Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie, ce matin, dans le Figaro, annonce un avril noir. Il annonce un avril noir, mais il annonce aussi que la situation pourrait se prolonger en mai et que l'Europe serait particulièrement touchée en avril et en mai. Et aujourd'hui, on dit ça parce qu'on n'a pas la visibilité sur juin et juillet. Donc la possibilité que cette situation se maintienne existe et elle est en grande partie entre les mains de Donald Trump, qu'on sait aussi très imprévisible. Donc c'est quelque chose qui peut arriver. Est-ce que vous avez une anticipation? Ça peut aller jusqu'à quand? Jusqu'à quel niveau? Ensuite, on aura Vincent. Merci Pascal de nous avoir appelé d'Occitanie. Merci infiniment pour ce témoignage glaçant. Vous qui êtes infirmier, merci infiniment de nous avoir appelé. François Pirard, jusqu'où peuvent aller peut-être ces prix? On voit que ça s'envole. Avril noir, mai très noir, juin très 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 noir. Non mais on peut aller jusqu'où comme ça? Alors là, sur les tout derniers jours, rien ne laisse penser qu'on va avoir de nouveau une explosion du prix du carburant. Ça pourrait se maintenir à ce niveau très élevé, peut-être encore un petit peu augmenter sur le diesel. Il y a des tensions sur le raffinage. Et puis après, la mécanique qui va suivre, c'est que probablement avril-mai, effectivement, ce sera tendu, notamment sur le gazole, parce que effectivement, il y a des tensions sur le raffinage. Au-delà, on ne sait pas. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, cette crise qu'on voit avant tout sur les carburants à la pompe, on la verra sur le gaz. Le gaz des mois de mai. Heureusement, on se chauffe moins en mai, mais il y a des impacts industriels. Et pour les réserves stratégiques, à partir de quand elles vont être déclenchées, développées? C'est Fabrice Lafitte, le réalisateur, qui me souffle cette excellente question. C'est la question que je voulais poser aussi. Pour l'instant, on est un peu dans le flou en France, en tout cas à ma connaissance. Dans certains pays, la situation est un peu plus tendue, notamment pays d'Europe centrale, Europe de l'Est. Donc on ne sait pas quand est-ce que ça peut être débloqué? De mon côté, en tout cas, moi, j'ai pas cette information. Et surtout que je n'ai pas bien compris, parce que j'ai des informations contradictoires. Les gens, même des experts, ne me disent pas les mêmes choses. C'est-à-dire que certains me disent, de toute façon, ces réserves, certes, elles sont gardées en France, mais ce sont des réserves qui iront sur le marché mondial et donc qui permettront de libérer le marché mondial. Et d'autres me disent non, c'est pour la France. Donc j'ai toujours pas compris ce qu'il en était exactement. Est-ce que ces réserves permettront directement de soulager le marché français? François Pirard, directeur de l'Observatoire Hexagone. Alors, il y a différents mécanismes. En fait, c'est effectivement, vous pouvez avoir le sentiment qu'il y a des réponses contradictoires parce que c'est extrêmement complexe et nuancé. En gros, oui, on a des réserves en France. On ne peut pas les mobiliser comme ça. Il y a des concertations qui sont nécessaires avec nos partenaires européens. Oui, c'est ça. C'est une concertation mondiale, de toute façon. Ou européenne, à minima, oui.
Alors, on va continuer avec Vincent qui nous appelle de Normandie. Cette fois, on va quitter l'Occitanie, on va en Normandie. Rappelons qu'on a 18% de stations-service en rupture temporaire. Et vous dites, mon cher Vincent, que vous habitez à Caen et depuis hier, c'est le jeu du chat et de la souris pour trouver une station-service, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, j'ai très clairement, j'ai hésité à appeler parce que ça fait toujours un phénomène après pas de panique parce que c'est pas le mot, mais d'engouement exacerbé. Mais effectivement, il se trouve qu'hier, je revenais de la plage parce que figurez-vous qu'il fait beau en Normandie l'été. Enfin, le printemps. Ça va. Voilà, arrêtez de nous narguer. Nous, on va se baigner dans la Seine. Je vous informe. Ça n'a rien à voir avec lui. Donc hier, comme ça, monsieur va à la plage. Et il nous dit ça comme ça, tranquille, hein, lundi de Pâques. Voilà. Exactement. Vous avez raison. Je passe devant une grande surface dont je dirais pas le nom et je trouve étrange de voir toute une file de voitures qui fait la queue. Je me dis, tiens, c'est bizarre. J'avais pour ma part la moitié de mon plein. Et puis je me dis, tiens, par acquis de conscience, comme je vais sur la côte, je vais m'arrêter dans une station. Et première station, rupture. Deuxième station, rupture. Je vais pas vous les faire toutes, mais en gros, globalement, j'ai dû en faire 7 ou 8 avant de pouvoir faire le plein, enfin de remplir mon réservoir. Et ce matin, en emmenant ma fille à l'école, je passe devant 2 grandes surfaces qui sont à côté de chez moi. Et à part du diesel, enfin le super, le Sampon, là, il n'y en avait plus. Donc voilà, c'est très. Donc vous n'avez pas du tout trouvé d'essence finalement ? Si, j'ai fini par en trouver hier. Et à quel prix ? Alors je l'ai payé, moi je roule au samplon super là, je l'ai payé 2,14 le litre. Tranquille. Incroyable. 2,14 litres. Alors moi je voulais juste faire une petite remarque. Et vous avez fait 7-8 stations-service. Oui, j'écoute votre remarque, mon cher Vincent, qui nous appelle de Caen. J'ai écouté attentivement Roland Lescure, qui est le ministre de l'économie, déclarer la semaine dernière que non, il ne fallait pas parler de pénurie. C'était presque complotiste que de parler de pénurie. Il fallait parler de dysfonctionnement logistique. La nuance est subtile, mais il n'en demeure pas moins que personne n'est dupe, c'est tout. Non, mais franchement, que personne n'est dupe, exactement, et que la pénurie d'incapables, ça, on n'en a pas. Oula. On en a même plus qu'il en faut. Donc voilà. En tout cas, c'est difficile de trouver de l'essence dans le coin. Incroyable. Merci infiniment, Vincent, pour ce témoignage incroyable. 7-8 stations-service à Caen sans trouver de station-service. On marque une pause. On revient sur ce sujet. Il y a 10 ans, Emmanuel Macron lançait En Marche. Quel bilan pour le macronisme ? Comment la France a changé après bientôt 10 ans de pouvoir? Appelez-nous pour savoir si nous sommes en marche ou en recul. 12h13, vous nous appelez au 01 80 20 39 21. Vous avez la parole avec Christine Kelly sur Europe 1. À tout de suite. En marche, alors quel bilan pour le macronisme ? Comment la France a changé après bientôt 10 ans de pouvoir ? On essaye de répondre à la question, chère Christine. On essaie de répondre à la question. Figurez-vous que François Pirard, qui n'était pas supposé rester dans cette deuxième partie, il a tellement de choses à dire à propos du bilan d'Emmanuel Macron qu'il est resté le directeur de l'Observatoire Hexagone. On lui donnera la parole, Gabriel Cluzel également. Et on a Laurent qui nous appelle du centre. On a Jonathan qui nous appelle du Maine-et-Loire. Avant de vous donner la parole, les amis, d'abord Gabriel Cluzel. Voilà, date de création 6 avril 2016. Emmanuel Macron lance En Marche. C'était à Amiens, sa ville natale, devant environ 200 personnes. Souvenez-vous, nom et initial. Le mouvement porte les initiales d'Emmanuel Macron, EM, qui veut dire ni de droite ni de gauche. Marine Le Pen pourrait le reprendre peut-être. Objectif initial, dépasser les clivages traditionnels gauche-droite et renouveler la vie politique française. En un an, le mouvement, souvenez-vous, a porté Emmanuel Macron à la victoire à la présidentielle de 2017. Gabriel Cluzel, où en sommes-nous 10 ans plus tard ? Écoutez, je crois surtout que ce mouvement est parti sur un malentendu. C'est-à-dire que En Marche, c'était aussi, souvenez-vous, en même temps. Vous l'avez dit, c'est-à-dire ni droite ni gauche, mais non, Emmanuel Macron venait de la gauche. Il avait évidemment travaillé dans le gouvernement de François Hollande, donc ça a été un premier malentendu qui a expliqué la suite. Aujourd'hui, nous avons le sentiment d'être plutôt en marche arrière, c'est-à-dire qu'on nous promettait un monde nouveau lié à sa jeunesse. Vous savez, Emmanuel Macron était jeune, ce qui était assez paradoxal du reste, c'est qu'il avait quand même été porté
par un électorat assez âgé. C'est quand on regarde l'électorat des boomers, comme on dit, voilà, très attaché à certaines idées de l'Europe, se disant que le centre, eh ben, en fait, la vertu est dans le milieu, c'était ni gauche ni droite. Voilà. Et finalement, d'ailleurs, aujourd'hui, cet électorat de boomers est extrêmement déçu. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que nous sommes dans une impasse. En même temps, ça veut dire ni l'un ni l'autre. On est dans le godillage. Alors, il y a eu un certain nombre de crises qui ont émaillé, pour être tout à fait honnête, ces deux quinquennat, donc tout n'était pas de son fait. Je pense évidemment à la crise sanitaire, mais qui a quand même été gérée de façon extrêmement brutale, qui a beaucoup marqué les Français. Ça a laissé des blessures. Alors dit Édouard Philippe dit on n'avait pas le choix, on pouvait pas faire autrement. Mais enfin, il n'empêche que c'est un fait. Il y a eu évidemment les gilets jaunes. On en parle beaucoup actuellement. Les gilets jaunes ont beaucoup frappé aussi par la pas brutalité. De sa faute, et en même temps, on se dit quand même. La gestion, c'est de sa faute. Voilà, pardon. Le virus, c'est pas de sa faute, la gestion, oui. Donc tout cela a contribué à forger en fait une image d'extrême centre. Vous voyez, cette brutalité jointe en même temps, les gens ont créé ce néologisme d'extrême centre. Et puis évidemment, le symbole le plus éclatant, c'est cette dette de 1200 milliards d'euros qui s'est creusée depuis 2017. En parlant de dette, François Pierrat, c'est votre spécialité, les chiffres et l'analyse de l'économie, du bilan économique d'Emmanuel Macron. On en parlera avec vous dans un instant. D'abord, Laurent veut nous appeler du centre. Quel bilan pour ces 10 ans d'Emmanuel Macron, ce parti qui aujourd'hui, dirigé par Gabriel Attal, qui compte environ 33 000 adhérents. Quel regard portez-vous sur les 10 ans de En Marche ? Bonjour à tous d'ailleurs. Bonjour Laurent. Bonjour. Moi, je vais résumer ça en quelques mots. Du vent et une catastrophe. Ah oui, d'accord. Carrément un ouragan. Un ouragan. Il a vendu du vent aux gens, aux électeurs, en leur faisant croire que le centre-gauche, le centre-droit, c'était bien de réunir tout le monde. Alors, plein d'électeurs sont tombés dans ce que Emmanuel Macron souhaitait faire. On cru en Emmanuel Macron, alors moi pas du tout, puisque je ne suis pas du tout un électeur. Oui, mais c'était bien aussi, je veux dire, ce qu'il proposait. La taxe foncière, vous vous rappelez, il y avait, voilà, la taxe d'habitation, c'était ça. Donc on comprend aussi, c'était disruptif, ça changeait, donc il a su séduire aussi un électorat. Il a su séduire un électorat, donc du vent, et puis aujourd'hui, c'est une catastrophe. 2 mandats d'Emmanuel Macron, on voit où on en est. Une France surendettée comme jamais. On est la risée du monde entier. Vous en parliez tout à l'heure, l'essence qui augmente, les taxes qui augmentent. Aujourd'hui, qui est-ce qui paye ? Eh bien, ce sont la classe moyenne, dont je fais partie, où les fins de mois sont les plus dures. Je pensais, moi, que la France était tombée très bas avec François Hollande. Eh bien, je trouve qu'on est tombé encore plus bas avec Emmanuel Macron. C'est le pire président de la Ve République. Merci beaucoup, Laurent. Vous pourrez faire un chroniqueur. Non, mais c'est incroyable. Mais selon vous, Laurent, il n'y a même pas un petit truc positif ? Non, il n'y a rien de positif. C'est quelqu'un qui s'aime, lui, mais qui n'aime pas la France et qui n'aime pas les Français. Il n'y a pas un bilan positif. Il n'y a pas même un point positif. Non, aucun. C'est une catastrophe pour la France et la France aura énormément de mal à se relever après les 2 mandats d'Emmanuel Macron. La France aura énormément de mal à se relever et c'est une catastrophe pour notre pays. Je peux vous donner une petite anecdote. Oui, après il y a Jonathan qui attend, mon Laurent. Voilà, j'ai ma fille qui a été faire des études au Japon et ma femme a été la rejoindre quelques jours et ils ont visité un monument là-bas au Japon où ils ont reçu Donald Trump dans une salle de 200 mètres carrés. Et ensuite, ils ont fait visiter la salle où ils ont reçu Emmanuel Macron. C'est une salle qui faisait un peu plus de 50 mètres carrés, pas plus. Donc on voit vraiment qu'on est la risée du monde entier avec cet homme. C'est une honte et cet homme n'aurait jamais dû prendre le pouvoir en France. On l'a eu à cause de François Hollande. Donc merci Monsieur Hollande de nous avoir mis dans la panade et de nous avoir créé Emmanuel Macron. Et merci à tous ceux qui ont voté aussi, à la responsabilité de ceux qui ont voté. En tout cas, j'aime bien votre coup de gueule, Laurent. Chacun est libre de son expression.
situation. Merci infiniment pour ce coup de gueule du centre, mon cher Laurent. On a Jonathan. Ensuite, je vous donne la parole, parce qu'il a dit beaucoup de choses sur le bilan économique d'Emmanuel Macron. François Pirard, je vous donne la parole dans un instant. Jonathan, je sais que Jonathan attend. Alors, Jonathan, vous appelez du Maine-et-Loire. Quel regard vous portez sur le 10 ans d'Emmanuel Macron, de ce parti En Marche? Dans une lettre aux militants, là, aujourd'hui, Emmanuel Macron déclare: on continue, on ne lâche rien. Il salue une décennie d'action. Mais 10 ans après, mon cher Jonathan, on sait aussi, il faut le rappeler, que le mouvement reflète l'ascension puis les difficultés du macronisme, puisque n'oublions pas qu'il y a une majorité perdue à l'Assemblée après la dissolution de 2024. Quel regard portez-vous, Jonathan? Oui, tout d'abord, bonjour Christine, et bonjour aux auditeurs. Ouais, moi je serais un peu plus édulcoré. On a eu, et en même temps plus strict aussi, on a eu surtout 15 ans depuis Nicolas Sarkozy. On s'est tapé François Hollande. On espérait un François Fillon. Et finalement, c'est la droite qui lui a sans doute tiré un peu dans les pattes. Et il y a 10 ans, on ne pouvait pas imaginer en fait Emmanuel Macron président. On avait un boulevard pour François Fillon. Je pense que le meilleur programme socio-économique pour la France, c'était celui de François Fillon. Et moi, je regrette vraiment qu'il n'ait pas pu être notre président. Parce que la situation socio-économique serait sans doute meilleure. Le début du mandat d'Emmanuel Macron, finalement, c'était une version édulcorée déjà de Juppé, de Chirac, ou de Giscard, du en même temps, du un peu Bayrou, on fait plaisir à la gauche, on fait plaisir à la droite. Mais début de son premier quinquennat était pas si mal. Moi, j'étais même plutôt étonné. Oui, la preuve, il a été... c'est surtout la crise des gilets jaunes. La gestion des gilets jaunes était foireuse parce que le point de départ, celui qui met l'étincelle, c'est lui. Et sa gestion était foireuse. Le point de départ, c'est l'augmentation des prix du carburant parce qu'il explique mal pourquoi ils le font. Oui, c'est ça. Jonathan, restez en ligne avec nous pour ce bilan mitigé. Vous allez continuer dans un instant. Je donne la parole à François Pirard. Justement, sur ce bilan économique, François Pirard, vous qui êtes directeur de l'Observatoire Hexagone, quel bilan d'Emmanuel Macron de 10 ans de pouvoir de son mouvement En Marche sur le bilan et du macronisme sur le bilan économique au niveau économique? Pour le dire très simplement, on a mis nos comptes publics dans le rouge pour des résultats qui sont absolument pas au rendez-vous. Les comptes publics dans le rouge, je pense que chacun le sait, nous étions un pays déjà assez endetté, mais nous sommes désormais le 3e pays le plus endetté du continent. On a le pire déficit public de la zone euro en 2024, l'un des pires, on va être encore une fois sur le podium en 2025. Avant le milieu des années 2010, nous n'avions jamais été sur le podium des pires déficits publics de la zone euro, sauf en 2007, au moment de la crise. Là, c'est quasiment systématique depuis 2017. Donc on a une situation des comptes publics qui est catastrophique, on s'endette énormément, on n'en voit pas le bout, pour être honnête. Et puis, en face de ça, les résultats qu'on a eus sont minables. Alors qu'on est le 2e pays qui s'est le plus endetté d'Europe depuis 2017, nous avons la 5e pire croissance de l'Union européenne. Donc cet endettement n'alimente pas un redressement économique. Nous sommes l'un des seuls pays au monde où la productivité horaire recule. Ça n'arrive quasiment nulle part ailleurs. Donc aujourd'hui, notre situation économique est mauvaise. Et le point noir de tout ça, c'est que tout ça s'est fait au prix du péril de nos finances publiques. Et aujourd'hui, nous n'avons plus la capacité et les marges de manœuvre pour faire face à d'autres crises économiques. Je reste sans voix. Merci beaucoup, François Pirard. C'est pas très rassurant. Jonathan, que vous voulez réagir à ce que dit François Pirard? Je suis entièrement d'accord avec lui. Et c'est... Le gros problème du double quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a investi, il a cru qu'on pouvait investir, et il a ouvert la planche à billets. Le quoi qu'il en coûte nous coûte finalement blindé. Nous coûte cher, voilà. Merci beaucoup, mon cher Jonathan. Effectivement, ce que vous dites, le quoi qu'il en coûte, nous coûte encore aujourd'hui. Merci infiniment de nous avoir appelés au standard d'Europe 1, mon cher Jonathan. On marque une pause, on revient. Gabriel Cluzel, j'ai envie de vous entendre aussi, encore une fois, sur ce bilan d'Emmanuel Macron, ce bilan de 10 ans lorsqu'il lançait En Marche.